Bonjour et merci infiniment de vous recevoir chez vous. Rencontre échange numéro 246e, l'émission Entretien sur le décryptage de l'actualité de chez nous au Togo. Nous parlons une fois encore de ces faits brûlants de l'heure et pour en parler, en discuter, je reçois pour vous Laurent Lawson Dankou, il est premier secrétaire général du Parti social-démocrate du Togo, en abrégé PSDT. Monsieur Laurent Lawson, merci d'accepter notre invitation. Bonjour, monsieur Wilson. Voilà. Je suis heureux de vous retrouver pour discuter de ces faits de chez nous. Je sais que vous n'êtes pas tout le temps au pays, mais quand vous arrivez, vous devez toujours apporter votre point de vue sur les sujets brûlants de l'heure. Mais avant de venir à ces sujets, vous êtes natif du milieu éminent. Il y a ces événements qui sont produits le 1er septembre dernier. Alors, est-ce qu'on peut rapidement, qu'est-ce que ça vous a incité comme sentiment en apprenant ces malheureux événements qui sont produits à Grédic pour la dernière fois? Merci, monsieur Wilson. Permettez-moi d'abord de vous remercier une fois encore d'être ici, discuter avec vous ou bien partager nos idées qui pourront concourir au développement de notre pays. Oui, j'ai vécu cela moi-même. Ça fait des années que j'ai vécu ce genre de choses, c'est-à-dire la prise de la pierre sacrée. Ça fait très longtemps, plus de 25 ans. Mais vraiment, ce qui s'est passé tout dernièrement à Glédikodi n'est pas du tout joli à voir. J'étais très touché et j'ai été contacté aussi par mes amis. Nous avons au fait discuté un peu de cela, mais c'est pas bon. Il ne faut plus que cela se répète. C'est cela. Ouais. Alors donc, est-ce que vous avez peut-être réfléchi sur les motivations, le pourquoi de ces crises? Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis un temps, ces manifestations culturelles qui font l'âme du peuple gamina est devenue à la risée. Vous savez, tout ce qui se passe dans notre pays fait partie de l'image politique de notre pays. Vous savez, quand la politique d'un pays est bien menée, bon, tout ce qui tourne autour de cette politique sont aussi bien menés. Si nous prenons aujourd'hui nos valeurs dans le domaine de la culture, je pense bien que ça répercute aussi sur le visage politique de notre pays. Ce qui s'est passé à Glédikodi ressemble effectivement de la façon dont nous gouvernons ce pays. Parce que tout dépend d'un gouvernement ou d'un régime en place. Je ne voulais pas dire que c'est le premier régime en place qui a peut-être donné de plaies, qui a causé de plaies pour cette prise de la pierre, mais pour d'autres choses aussi. Et tout ce qui sait que culture doit être, effectivement, pour moi, ne doit pas être couplé à la politique. C'est cela. Je pense que ne doit pas s'immiscer dans ces affaires. Non, du tout. Du tout. Je pense que c'est les erreurs. Parce que quand nous voulons aller vers la politique, nous pensons que la politique, c'est la démocratie. Nous pensons que la démocratie fait partie obligatoirement de la politique. Or, la démocratie, c'est un comportement. C'est un comportement, ce qui fait partie aussi des comportements dans le domaine de nos cultures. Malheureusement que depuis que nous avons commencé à parler de démocratie, il n'y a pas de respect à quoi que ce soit. Vous pensez qu'il y a une mauvaise interprétation, une mauvaise incompréhension de Oui, nous avons une mauvaise incompréhension et interprétation en ce qui concerne la démocratie. Je pense que c'est ça. Sinon, si nous avons de respect, il y a d'abord le respect en soi, et c'est ce respect en soi qui dégénère sur le respect de la société. Et quand vous avez le respect en vous-même, donc vous aurez le respect à la société. Ce qui voulait dire que en menant ces actions que nous pensons que nous avons le droit, c'est notre droit, c'est notre droit, c'est notre droit, on n'arrive plus à comprendre que est-ce que le droit même est vraiment droit. Si on ne va pas chercher pourquoi le droit est droit, pourquoi le droit ne serait pas droit, et qu'est-ce que nous devons faire pour que ce droit soit droit. Alors donc, chacun veut mener son droit, et nous disons que ce droit fait partie de la démocratie. Et c'est cette démocratie qui, aujourd'hui, nous amène à ce point. Malheureusement que nous avons mal compris la démocratie. Sinon, cela plutôt devrait être le bon sens de ce que nous faisons. C'est ça. Alors, encore une fois, une question sur les rites traditions. Est-ce que dans la diaspora, vous ressentez ces événements qui sont vécus au pays, ces manifestations, ces fêtes traditionnelles qui ont lieu dans presque toutes les localités de notre pays? Nous sommes vraiment attachés à notre tradition, ça il faut le dire. Moi je suis gain, ça bien.
Dans notre milieu à l'extérieur, c'est-à-dire à la diaspora, je peux nous dire que nous, les Guins et les Mina aussi, avec d'autres aussi, nous nous retrouvons beaucoup. En ce qui concerne le PEP, que nous disons, c'est-à-dire la prise de la première pierre et puis la fête de Yakayoken, c'est quelque chose que nous admirons beaucoup et que nous voulons tous participer si nous avons l'occasion. Et donc, nous sommes très proches de nos relations culturelles, ancestrales, ce qui est très important pour nous. Et moi, même personnellement, ma famille, nous sommes très, très, très proches. Et quand les événements là du 1er septembre se sont passés, j'ai eu des coups de fil de l'extérieur, c'est-à-dire de mes amis. C'était passé pratiquement en direct et avec les réseaux sociaux, on a vu les images avec beaucoup de sarcasme. Non, vous savez, je pense que c'est aussi ça qui constitue le nœud aujourd'hui de tout ce qui se passe, parce que les réseaux sociaux constituent, c'est-à-dire au moins on a le bon côté et le mauvais côté, c'est un moyen d'information, mais les informations qui sont tronquées souvent causent beaucoup de dégâts. Oui, c'est vrai, bon, je ne veux pas dire que cette prise de la pierre sacrée à Glidi-Kodi pour une première fois, qu'il y a deux pierres, alors je ne pense pas que c'est tronqué, c'est une vérité, c'est une histoire aujourd'hui, et c'est rentré dans l'histoire du monde. Donc, je nous dis quelque part que ces informations, ou bien les réseaux sociaux, permettent aussi à tous ceux qui sont à l'extérieur, à tous ceux qui sont à l'extérieur et qui ne vivent pas la réalité qui se passe sur le terrain, donc sont aussi au courant. Donc, je n'ai rien à reprocher à ceux-là qui ont publié ces images, ces événements, et je pense que ça va nous donner l'occasion de nous corriger aussi. Et à la réflexion, comment sortir de cette crise qui dure maintenant de plus en plus chaque année? C'est vrai. La crise n'est pas d'aujourd'hui. Non, la crise n'est pas d'aujourd'hui. On peut au moins reculer 3 ans, sinon 2 ans. L'année dernière, c'est-à-dire en 2015, c'était des pierres. Ils ont jeté des pierres un peu partout. Cette année, c'est pire. Nous avons pris 2 pierres. Et jusqu'à ce que même on a jeté des grenades lacrymogènes dans nos lieux sacrés, ce qui ne se fait pas. Je sais qu'au Togo, ça se passait. On va même jusqu'à lancer des gaz lacrymogènes dans les églises. Bon, ça s'est passé, même tirer des balles réelles dans les églises. J'ai vécu moi-même cela avant de quitter ce pays. Donc, quelque part, ce n'est pas du nouveau. C'est pour cela que je dis ce qui se passe est à l'image de la politique de notre pays. Bien. Maintenant, comment sortir de cette bien, maintenant, pour sortir de cette crise, moi, je nous demande que d'abord, il faut que l'État, sincèrement, le régime, soit hors de nos événements culturels, c'est-à-dire ancestrales. Ça, l'État n'a rien à voir dans ces genres de choses. Maintenant, il faut que les chefs coutumiers, nos chefs traditionnels, nos chefs vaudous, c'est-à-dire les prêtres vaudous et aussi les adeptes vaudous, doivent se concerter, reprendre en main cette prise de la pierre sacrée. Et surtout, de corriger ce qui s'est passé. Personne n'a tort, personne n'a raison. C'est vrai, j'avais eu une réaction très vive tout au début. Mais à un moment, il faut mettre de l'eau dans le vin, de façon à trouver une solution plus ou moins consensuelle. Donc, je pense qu'ils vont tout faire pour trouver de moyens à résoudre ce problème pour que la 3e pierre ne vienne pas l'année prochaine. Donc, je suis sûr qu'ils sont en train de réfléchir sur ça. Ça n'avantage personne. Cette crise n'avantage... Ces antagonismes entre les rois gardiens des us et coutumes et de l'autre côté, les chefs prêtres, comme vous le dites. Alors, alors, qui va jouer de cochon moral finalement pour pouvoir... En toute sincérité, c'est les chefs traditionnels. Ils n'ont qu'à, au fait, parce que quelles qu'en soient les circonstances, les prêtres vaudous font partie de nos royaumes. C'est des gens qui sont aussi du clan. Ils sont membres du clan. Et quelles qu'en soient les circonstances, les chefs traditionnels sont les patrons du clan. C'est eux qui décident, c'est eux que nous avons choisis. Nous avons choisi chez nous d'ailleurs. Et c'est à eux de voir comment résoudre une solution, un problème, trouver une solution à un problème pour que cela ne perdure. De toutes les façons,
Je suis certain qu'ils sont en train de chercher des voies et des moyens pour le faire, car cela ne les arrange pas. Et cela n'arrange pas non plus nos prêtres vaudous. Eux aussi, ils doivent au moins comprendre qu'ils sont sous la responsabilité, au fait, des autorités. Nos autorités à nous. Je ne pense pas que nos chefs, c'est-à-dire nos prêtres vaudous, sont nommés par le gouvernement. Ils ne sont même pas couronnés par le gouvernement. Ils sont couronnés toujours par nos cultures, voilà, nos chefs traditionnels et aussi venir de nos cultures ancestrales. Donc, quelque part, ils sont responsables. Ils sont responsables vis-à-vis aussi de ce qui se passe. Donc, eux aussi, ils doivent chercher à mettre de l'eau dans leur vin pour que l'histoire ne se répète plus. Rencontre échange 246e numéro, nous parlons de faits de société. Lorsque Laurent Dankou est mon invité, c'est avec lui que nous allons visiter ces faits. On vient de faire une parenthèse justement sur ces événements malheureux qui sont produits en pays Gamina parce qu'il est natif justement de ces terroirs. Alors, parlons maintenant de la chose politique. Vous êtes leader de parti politique. Comment vous conciliez les deux? Vous n'êtes pas présent sur le terrain. Est-ce que c'est facile d'être là et diriger une formation politique au pays? En fait, je pense qu'aujourd'hui, la communication est telle que on peut rester à Honolulu, on peut rester aux États-Unis, on peut rester en Angleterre, on peut rester en Suède et puis participer à une réunion partout dans le monde. Donc, pour nous, être en Suède, à l'extérieur, pour participer à la direction de notre parti, n'a rien d'extraordinaire. Ce n'est pas miracle, puisque nous tenons nos réunions hebdomadaires chaque fois que cela devrait avoir lieu. Et donc, j'ai toujours participé sans aucune contrainte à ces réunions-là. Donc, nous faisons une conférence téléphone. Donc, je suis en contact direct avec ces réunions et surtout la prise des décisions. Bon, nous sommes une organisation vraiment démocratique et chacun a son rôle à jouer. Je peux nous dire que nous avons un secrétaire national qui administre le parti au Togo. Donc, en dehors du premier secrétaire, nous avons un secrétaire national qui est celui-là, il est l'administrateur du parti ici. Donc, quelque part, on n'a aucun problème pour mener nos activités ni pour diriger notre parti. C'est ça. Est-ce que vous avez une implantation à l'extérieur aussi ou bien... Oui, nous avons des implantations, une implantation à l'extérieur. Nous sommes en Allemagne, nous sommes en train de nous implanter aussi aujourd'hui à Bruxelles, en Belgique. Donc, nous avons aussi reçu la demande en France. Nous sommes au Danemark, nous sommes en Suède et nous avons aussi des relations internationales, sincèrement, avec des relations très poussées aujourd'hui avec les partis sociaux-démocrates de l'extérieur, qui ont aussi avec des partis sociaux de l'extérieur. Et concrètement, ça va apporter quoi au débat politique? Vous savez que, au fait, la politique dans notre pays, pour moi, je le dis, nous sommes des politiciens de circonstances. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire parce qu'il y a eu des problèmes dans notre pays où bien nous avons pensé que ça ne va pas et nous sommes tous devenus des hommes politiques. Ça, il faut le dire, en toute sincérité. Parce que quand moi... Vous pensez qu'il doit y avoir quelque chose de préalable avant d'entrer dans l'arène politique? Des formations préalables. Je vais nous dire tout de suite que déjà à l'école, les enfants doivent apprendre à un niveau donné ce que c'est que la politique. Commencer à apprendre la direction d'une nation, la direction d'un pays. J'ai dit sur un plateau, je ne sais pas si c'est sur ton plateau, que déjà ma fille, en classe de 4e, participe déjà aux élections, c'est-à-dire les élections des enfants. Comment on élit majors de classe, voilà, les majors de classe, non seulement les majors de classe, c'est-à-dire ils créent dans les établissements des partis politiques. Et on élit un président, un premier ministre, et puis bon, on pratique déjà comment on dirige une organisation, comment on dirige un parti politique, comment on dirige une assemblée nationale, comment un président de la République peut prendre des paroles, comment ça se fait. Et quand vous posez la question aujourd'hui à l'enfant-là, elle vous dira les différentes sortes d'idéologies que nous avons. Je donne seulement l'exemple de ma fille, parce que vous posez la question à tous ces enfants, je vous l'ai dit, vous diront
les idéologies des partis politiques que nous avons. Oui, mais l'histoire de nos partis politiques, mais malheureusement que chez nous ici, nous-mêmes les chefs des partis politiques et même les dirigeants, ceux qui sont aussi dans nos partis, ne savent pas effectivement l'idéologie sous lesquelles ces partis-là vivent. Ce qui fait que nous ne maîtrisons rien de ces idéologies-là. Ce qui fait que notre politique au Togo, pas seulement au Togo, attention, dans beaucoup de pays de la sous-région, sinon dans plusieurs pays d'Afrique, hein, nous n'avons pas du tout des notions d'idéologie politique et c'est ça qui fait que notre politique en Afrique ne marche pas. Et ça n'avance pas. C'est l'histoire de nos partis politiques sur le continent africain au bénéfice du vent démocratique qui a soufflé sur le continent. Alors, donc, nos partis politiques sont gérés de façon patrimoniale parce que l'idée, c'est Lawson qui a créé sa formation et c'est sa chose. À lui, il va de soi que, voyez-vous, puisque les dirigeants, les leaders n'émergent pas de la base. Oui, M. Wilson, c'est ce que nous voulons vraiment implémenter au Togo. Vous verrez que le Parti social-démocrate du Togo sera ou est un parti exemplaire et demeurera toujours un parti exemplaire. Je disais que si nous voulons mener une bonne politique dans notre pays, il ne faut pas que nos partis soient des partis patrimoniaux, comme vous êtes en train de le dire. Le PSDT est fondé avec tout le monde, agriculteurs, pêcheurs, je vous le dis, menuisiers. On a fait tout et tout d'avoir tout le monde dans ce parti-là. Et quand on se retrouve, on écoute tout le monde. Et ce n'est pas un parti d'Anéhor, ce n'est pas un parti de Laurent Lafson, c'est un parti pour tous les Togolais. Et puis quand nous prenons une décision, la décision vient de tout le monde. Ce que j'ai à dire sur ce plateau aujourd'hui, nous avons parcouru, nous avons décidé ensemble. Dis pas ça, dis pas ça, dis pas ci, dis pas ça. Pourquoi? Parce que je ne représente pas moi-même. Je ne suis pas le seul dans le parti. Et puis le parti ne doit pas tourner autour de moi. Le parti doit tourner autour de tous ceux qui sont des membres et aussi de tous les Togolais. Parce que le bien que nous allons chercher pour nous doit rentrer, c'est-à-dire doit aller vers la population togolaise et non seulement au PSDT. Quelque part, je nous dis que notre parti politique est vraiment un parti politique démocratique. Et je tiens à vous dire une chose sur ce plateau. 2 mandats pour moi suffit largement. Quand vous êtes un chef d'un parti politique, et surtout quand vous allez aux élections, première élection, vous échouez. Deuxième élection, ça ne va pas. Ce serait une bonne chose de laisser le tablier à quelqu'un d'autre. Vous voyez, laisser la place aussi à quelqu'un d'autre, d'implémenter aussi sa chose et de voir ce qui ça. Donc vous pensez qu'un renouvellement de la classe politique c'est ça qui est important. Oui. C'est ça d'ailleurs qui est important. Et c'est ça qui crée le problème dans notre pays. Est-ce que vous voyez? Il ne faut pas que ceux qui sont responsables disent que sans eux, rien ne peut se passer. Mais politiquement, il est difficile de tuer quelqu'un, un leader, politiquement. Il est difficile de tuer politiquement un leader, parce que nous avons des exemples encore frappants chez nous au Togo, où des leaders ont passé la même temps de revenir encore. Non, mais c'est dommage, sincèrement. Et je pense que quelque part, il faut que certaines choses se passent au Togo. Mais seulement pas au Togo. Je le dis encore, pas au Togo, parce que nous sommes à l'image, sincèrement, d'un pays où il y a des exemples et on peut doiter, on peut dire, voilà, regardez, ça se passe dans tel pays, pourquoi pas chez nous? Prenons l'exemple de Sarkozy. Aujourd'hui, ça se passe en France. Ça se passe en France. Donc, tout peut se passer n'importe où, n'importe quand. Aujourd'hui, si nous voyons avec le parti, les Républicains en France, Sarkozy était président de MPR par le passé. Il était responsable de MPR avant de devenir président de la République. Il a passé tout ce qu'il passait. Il est revenu encore comme président de MPR qu'ils ont transformé à LR, les Républicains. Et aujourd'hui, il veut encore aller au pouvoir malgré le résultat caduc de son mandat passé. Alors, quelque part, tout ce qui se passe dans nos pays dans nos pays d'Afrique et surtout Afrique francophone, nous sommes à l'image de la France. Sinon, moi, je nous dis quelque part, ce que moi je vois dans beaucoup de pays, dans d'autres pays, et surtout dans la Scandinavie, ce qui se passe en France, eux-mêmes, ils le savent, ils le disent, ils prennent l'exemple de la Scandinavie, ça ne peut pas se passer en Scandinavie.
Je ne pense pas non plus que ça peut se passer en Allemagne. Il y a des choses qui se passent que nous devons quand même voir. Mais c'est ça qui se passe chez nous. Et malheureusement que nous, on n'est pas à ce niveau-là pour faire ce qui se passe en France. Ils ont construit leur pays, le pays est développé, et même ils n'ont pas besoin de nous. Mais tant que nous sommes encore à cette base de non-développement, on n'a même pas démarré pour aller pour dire que nous allons quelque part. Je pense que nous devons nous retrouver pour donner un vrai sens à notre politique togolaise, de façon pour que ce pays, ce tout petit pays de 56 600 km², ou je ne sais pas, de 7 millions d'habitants à peu près, soit au fait l'Eldorado pour sa petite population. Alors, dans l'opinion publique togolaise, ce qui importe, c'est, alors vous avez parlé de l'idéologie, mais bon, la culture politique de nos concitoyens n'est pas aussi avancée pour comprendre telle ou telle idéologie. Et alors, comment vous situez par rapport aux autres formations? Parce que depuis 2015, à la présidentielle, je veux faire allusion, on sait qu'il y a des regroupements politiques d'opposition face justement au régime en place. Oui, je pense que ça fait partie aussi de nos erreurs. Regroupement politique ne marche pas. Ne marche pas parce qu'on ne sait pas. Il faut faire cavalier seul? Nous faisons cavalier seul. Le PSDT fait cavalier seul. Jusqu'à preuve du contraire, si vraiment nous avons des partis politiques qui, par hasard, répondent à notre idéologie, ne seulement pas répondre à notre idéologie, répondre aux critères de la gauche, ou plus précisément de la social-démocratie, je pense que nous allons travailler ensemble. Mais aujourd'hui, jusqu'à demain, nous sommes cavaliers seuls, nous ferons cavaliers seuls. Mais vous savez, quand nous disons que... mais ensemble, on est plus côté fort, de l'eau, non, fort. On a vu ce qui se passe à Lomé, on a vu ce qui se passe au Togo. On a vu, vous avez vécu, vous êtes au Togo. Nous avons connu des regroupements, plusieurs regroupements, plusieurs organisations, depuis 1990 à 1993, jusqu'à ce jour, on a eu des fracs, des fracs, on a eu tout ce qu'on voulait, mais qu'est-ce qui a marché? On ne s'entend pas, on ne s'entend jamais. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas d'idéologie. Nous ne sommes pas retrouvés sous une même bannière. Et quand ce n'est pas comme ça, là, c'est difficile. Parce qu'il y a des idées. Si vous avez les idées de la droite et vous vous retrouvez avec ceux de la gauche, vous ne pouvez pas former un regroupement, vous ne pouvez pas former quelque chose de bon. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord que l'idée ou l'idéologie soient les mêmes. C'est ça la politique. Donc, ce qui a fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas avec qui nous faisons ce regroupement. Et en plus, ce regroupement, on ne sait pas avec qui nous avons, c'est-à-dire qui sont ceux qui sont en face de nous. Est-ce que ceux-là que nous avons en face de nous, quand nous avons notre regroupement, est-ce qu'ils sont de la droite? Est-ce qu'ils sont des centristes? Qui ils sont? On ne sait pas. Mais ça, c'est le schéma européen. Est-ce qu'il faut non, mais vous savez, il n'y a pas d'autre schéma il n'y a pas de schéma européen ni schéma africain. Du tout. Il n'y en a pas. C'est la même chose, même schéma. Parler de droite, est-ce qu'il faut forcément porter... Oui, mais c'est ce que je dis, monsieur Wilson. On ne peut jamais se regrouper quand on n'a pas les mêmes idéologies. On ne peut pas. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Parce que ce que nous allons discuter ensemble, il faut que ça soit la même chose. Il faut qu'on ait les mêmes objectifs. Si on n'a pas les mêmes objectifs, on ne peut pas mener quelque chose ensemble. Si moi j'ai d'autres idées, j'ai d'autres objectifs, tu en as l'autre aussi, on se retrouve. Si on n'a pas, c'est-à-dire on ne se retrouve pas dans nos objectifs, on ne peut pas rester ensemble. Si même on ferme les yeux, on dit bon, nous irons pour voir ce qui va se passer. Essayons, on ne va qu'essayer, essayer sans résultat. Dommage, et c'est ça. Ce n'est pas aujourd'hui plus de 20 ans, 25 ans. Alors, si on n'arrive pas depuis 25 ans, il faut qu'on se dise qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on se corrige. Ce n'est pas une honte. C'est-à-dire, se reculer et mieux sauter n'est pas une honte. Moi, je pense quelque part qu'il serait normal que nos partis politiques, oui, alors, nous les partis politiques... À qui revient la stabilité justement de trouver ce point de conciliation pour qu'ensemble on puisse décider quelque chose, avoir une idéologie de base? Vous savez, je vais directement le dire, il y a certains qui ont pris la scène politique comme leur propriété privée. C'est ça qui est mauvais. Ah ben ça c'est vrai. C'est ça qui est mauvais. Sinon, si on considère que tout le monde peut
lancer des idées et qu'on peut accepter, moi je vois qu'il n'y a rien de mauvais là. Bon, aujourd'hui, nous avons deux groupements aujourd'hui, c'est-à-dire qui se passent toujours dans un pays. Nous avons les majoritaires, nous avons ceux qui sont des minorités et qui sont à l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui, nous respectons. Ça, c'est leur droit le plus absolu. Et là, du côté de l'opposition minoritaire, nous avons un chef de file, par exemple. Nous avons un chef de file. Alors, donc, c'est le rôle du chef de file de rassembler les gens autour. Que certains ont du mal à accepter. Hein. Oui, un chef de file que certains ont du mal à accepter. Il y a aussi ce débat hein, tout autour. Bon, là, je ne veux pas faire de polémique sur ça. Allez-y. En toute sincérité. En toute sincérité, parce que je vais blesser beaucoup de gens. Donc, c'est mieux que je m'étais sur ce truc-là. Alors, sinon, quelque part, je me dis, c'est le rôle du chef de file de l'opposition hein, de rassembler les partis politiques. Voilà. C'est des oppositions qui sont pas une opposition. C'est des oppositions, voilà. Bon, d'abord, ceux qui sont à l'Assemblée nationale, oui, l'opposition parlementaire, je pense que c'est son rôle, effectivement, de jouer son rôle de chef de l'opposition. Parce qu'en toute sincérité, moi, je ne me retrouve pas dans ce schéma-là. Ou bien le PSDT ne se retrouve pas dans ce schéma. Puisqu'on n'est pas, comment on appelle-t-on, on n'est pas au Parlement. Donc, c'est son rôle le plus absolu, c'est-à-dire de rassembler hein, ces hommes et femmes de l'opposition parlementaire pour chercher des voies et moyens pour sortir le pays dans ces difficultés que nous sommes. Maintenant, quitte à eux maintenant de dire, nous avons ceux qui sont hors parlementaires. Donc, nous irons vers ceux-là, ou nous allons inviter ceux-là, qu'ensemble, en tant maintenant, et comme opposition, et qui peuvent, parce que ce n'est pas obligé, que j'accepte hein, ce qu'ils vont dire, puisque ce n'est pas tout. C'est pas tout. Et qui ne cadre pas, si ça ne cadre pas avec notre réalité à nous, hein, au PSDT, donc on n'est pas obligé de rester là. Mais il ne faut pas qu'à cause de nous, que ça ne se fasse pas. Ils ont leur droit de faire. Donc, si vous me posez cette question de voir à qui la responsabilité ou bien à qui revient cette responsabilité, je pense que c'est au chef de file de l'opposition. Alors, parlons des sujets qui fâchent et qui divisent, comme toujours, sur la tête de nos aïeux, notamment la question des réformes, les réformes institutionnelles et constitutionnelles, les réformes politiques, les réformes électorales. Alors, quelle est votre position sur ces questions d'actualité? Comment vous pensez qu'on peut résoudre? Parce que, à plusieurs reprises, les contenus de l'APG, hein, que certains déclarent caducs, parce que ça fait 10 ans que ces accords ont été signés, mais on n'a toujours pas les résultats hein, dans les applications et dans les faits. Les réformes. Oui. Nous voulons les réformes. Nous sommes pour les réformes. Tout le monde d'ailleurs. Et nous adhérons. Mais comment y parvenir? C'est ça la difficulté. Comment y parvenir? Je pense que si nous voyons bien, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour parvenir aux réformes? Les réformes, ça se fait chaque jour. Maintenant, voyons les réformes que nous voulons. Quelles sont ces réformes? Nous avons beaucoup de réformes aujourd'hui. Et le Togo a besoin vraiment de réformes. Le Togo doit se reformer et reformer. Bon, maintenant, quand nous avons deux réformes sur lesquelles on n'est jamais d'accord, ou bien il y a l'opposition et le pouvoir. C'est les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Nous avons ces réformes constitutionnelles et institutionnelles, qui sont dans la PG, c'est ça, non? Oui. Et nous disons qu'il y a certaines réformes hein, qui ont été exécutées, qu'on le dise ou non, en quelque sorte, parce qu'il y a réforme pour les élections, il y a que ça soit, que c'est bien ou c'est mauvais, on a fait quelque chose comme réforme. Mais maintenant, les réformes que nous exigeons, ou bien que certains exigent, dont je nous dis, nous exigeons, on ne doit pas exiger, on doit demander. Ces réformes, c'est constitutionnel, institutionnel. C'est ça, non? Oui. Si nous avons la volonté de faire des réformes, on n'a pas besoin de polémiquer beaucoup sur ces réformes avant que ça ne soit exécuté et que ça ne soit fait. Donc, si depuis 10 ans et 10 ans, quelques mois, on n'arrive pas à mettre en place ces réformes,
Alors pour nous, au PSDT, nous disons que quelqu'un l'a dit, que c'est caduc hein, au niveau de l'UNI. Vous le pensez aussi que c'est caduc? Si c'est caduc, on peut encore reprendre. Moi, je pense que c'est moisi. Hein, pour nous, ces réformes sont moisies, il faut les jeter. Il faut déchirer ce papier. Parce qu'on ne peut pas, 10 ans, attendre des réformes hein, qu'on n'arrive pas à mettre en place. C'est mauvais. Bon, si on va attendre 20 ans, vous voyez ce qui va se passer. Donc, c'est mieux d'oublier ça. C'est ce qui fait dire à certains qu'on est en train de faire du surplace parce que les réformes sont là, on n'a pas réussi à les mettre. Oui, nous faisons du surplace. Et nous faisons du surplace et nous continuons encore à faire du surplace et nous allons continuer à faire du surplace quand nous n'avons pas cette volonté de réforme, cette volonté de donner... Qui doit exprimer cette volonté? D'abord, la volonté doit venir du gouvernement. Ça, il faut qu'on soit franc. Parce que c'est à eux de décider. Vous savez, et la volonté doit venir de la majorité parlementaire. Bon, peut-être ils ont la volonté. Mais cette volonté aussi, je dis souvent que tu ne peux pas donner la corde à quelqu'un de mettre au cou et de se pendre. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ils sont majoritaires et ils ont le pouvoir. Bon, maintenant, à eux vraiment de faire les réformes, à nous de demander des réformes que nous pensons aussi hein, qui peuvent nous arranger parce que tout le monde veut partager le gâteau. Hein, ils ne doivent pas être les seuls à manger le gâteau. Donc, quelque part, nous pensons que les réformes constitutionnelles et institutionnelles font partie de ces réformes qui peuvent nous donner la chance de partager ensemble le gâteau. Mais il y a aussi la façon de le faire, la façon de demander. Ça, c'est clair. Et puisque quand vous allez, hein, je ne vais pas dire brutalement, mais excusez-moi le mot, quand nous allons brutalement demander à celui qui a le gâteau... Puisqu'il ne veut pas donner, on ne peut pas toujours le caresser. Hein, voilà. Le caresser dans le sens du poil, hein, puisqu'il ne veut pas. Donc, et d'où justement l'exigence. Hein. Justement, on ne peut jamais exiger non plus au gouvernement. À un régime en place qui est majoritaire. C'est comme ça. Dans les pays aussi développés, c'est comme ça. Vous avez vu en France, je donne toujours encore l'exemple de la France. Aujourd'hui, depuis hier et aujourd'hui, les réformes en France, hein, quand il y a des problèmes, vous allez voir les gens se mettre dans les rues, même des parlementaires hein, français ou bien des hommes politiques qui sont dehors dans les rues pour refuser certaines réformes. Mais qu'est-ce qui se fait? Ça se fait parce que c'est le régime en place qui a bien voulu le faire. Et d'ailleurs, ce sont eux qui écrivent ces réformes-là. Et ils font les réformes. Malgré les tumultes, malgré les protestations, ils ne refusent pas, ils font les réformes. Donc, c'est la même chose ici. Hein. Donc, un pouvoir ne décide pas brusquement hein, ou satisfait brusquement ce que demande une opposition. Maintenant, c'est à l'opposition de s'organiser d'une autre façon hein, pour obtenir. Mais je ne dis pas brutalement non plus. On peut obtenir petit à petit et pas à pas ce que nous demandons et nous voulons. Alors donc vous êtes de ceux qui pensent que l'atelier de HCON, justement, l'atelier national de réflexion sur ces réformes, que cet atelier est bienvenu justement pour jeter les bases de cette réforme. Oui, j'apprécie l'organisation de cet atelier hein, que je salue beaucoup parce que c'est des Togolais qui se sont retrouvés pour réfléchir. À l'APG, c'est les Togolais qui se sont retrouvés, hein, à l'APG aussi. Hein. Oui, à l'APG, ce sont les Togolais qui se sont retrouvés, mais sous l'égide sous l'égide hein, du Burkina Faso. Un médiateur. Un médiateur. Là, déjà, c'est une erreur. Parce que quand nous pensons que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables, nous sommes incapables de résoudre, bien de chercher des solutions à nos problèmes, et il faut aller à l'extérieur. Depuis quand? Moi, je dis, depuis quand l'opinion internationale nous a invités, venez nous trouver des problèmes, venir chercher des solutions à nos problèmes. Jamais ça ne se fait pas. Donc, nous aussi, nous sommes capables de trouver des solutions à nos problèmes. Alors, maintenant, quand nous prenons ceux qui faisaient partie, ceux qui étaient dans l'APG, ceux qui ont signé l'APG, c'est les mêmes partis politiques, c'est les mêmes personnes, et nous retrouvons encore ces mêmes personnes au HCON. Pour nous dire quoi encore? Il fallait renouveler complètement ceux-là de l'HCON pour comparer les deux choses, voir les idées que
ces nouvelles têtes ont amené. Alors, quand nous avons les mêmes têtes qui se retrouvent, les mêmes têtes qui se retrouvent, les mêmes têtes qui se retrouvent pour les mêmes choses, je ne pense pas que c'est bon. Pour moi, et bien pour nous, je ne pense pas que c'est bon. Il fallait plutôt organiser ça d'une autre façon et voir comment c'est-à-dire ces nouvelles têtes-là réfléchissent et quelles sont les idées que ces nouvelles têtes nous apportent. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas au bout du tunnel. Alors, non, on n'a même pas commencé le tunnel pour chercher le bout du tunnel. Je ne pense pas. On ne sait même pas où se trouve le tunnel pour qu'on aille chercher le bout. En toute sincérité, nous sommes nulle part. Nous sommes nulle part. C'est dommage puisque ça ne va pas dans notre pays. Honnêtement, ça ne va pas. Ça ne va pas et ça ne va pas. Il faut quand même qu'on le dise. Après un quart de siècle de démocratie, on se rappelle des années 90, la conférence nationale a 25 ans, et de 90 à aujourd'hui, plus d'une vingtaine de dialogues qui ont été organisés. Alors finalement, quel est le mal togolais? Où se trouve? Parce que l'alternance politique n'est toujours pas une réalité par rapport aux autres pays de la sous-région. En quoi se trouve le mal togolais? Sincèrement, nous manquons de la solidarité. La solidarité. Quand on n'a pas de solidarité entre un peuple, vraiment, ça ne peut pas marcher. On ne dit pas que va voir comment l'autre s'est réveillé aujourd'hui et comment il se porte. Ce n'est pas ça. La solidarité, c'est de chercher du bien-être à tout le monde. Ton bien-être à toi et mon bien-être à moi et le bien-être à nous tous. Mais quand ça manque, donc rien ne peut marcher. D'abord, quand nous regardons la marche des 25 ans, c'est triste. Bien sûr que ça nous a amené quelque part. Aujourd'hui, nous avons le multipartisme. Aujourd'hui, nous avons la liberté de l'expression de tout un chacun. Nous avons aujourd'hui la liberté de la presse. C'est pour cela qu'on est ici aujourd'hui. On est autour de ce plateau. On a obtenu quelque chose de cette lutte. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut qu'on aille au-delà de ce que nous avons aujourd'hui. Le peuple a besoin de manger. Le peuple a besoin vraiment de boire de l'eau potable. Dans notre pays, à 25 ans de notre lutte, encore, il y a des gens qui n'ont pas de l'eau potable. Il y a des gens qui n'ont pas d'électricité. Pendant 25 ans, il y a des enfants qui n'ont pas été à l'école. Nous avons encore dans ce pays des gens qui ne vont pas à l'école. Qu'on ne nous dise pas que c'est faux. Alors, il y a vraiment des coins les plus reculés où il n'y a pas d'école. Ils ne savent même pas ce que c'est que l'école. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, quelque part, pendant les 25 ans là, de notre lutte, rien, je veux dire rien parce que pour moi, c'était suffisant. C'est insuffisant. Pour moi, c'est le panier de la ménagère qui me dit si c'est suffisant ou si ce n'est pas suffisant. Pour moi, c'est les enfants. C'est la santé de nos enfants. Hier, on me disait que quelqu'un est décédé tout simplement parce que la personne avait mal à la tête et est allée à l'hôpital et il rend l'âme. Aujourd'hui, en 2016, je ne pense pas que c'est possible. Non seulement ça, j'aurais appris aussi qu'il y a quelqu'un, son enfant est malade et la personne sur sa moto, en allant à l'hôpital, l'enfant est décédé. Tout simplement quoi? Parce que ça ne va pas. Si ça marche, si ça allait bien. Quoi? La misère est ambiante. La misère est quoi? Autour de nous, n'est-ce pas? Ce n'est pas autour de nous. La misère en nous. Parce que si c'est autour de nous, on peut l'éviter. Si la misère est autour de nous, je chercherai à aller au-delà de la misère. Je vais sortir de là. C'est en moi. C'est en nous. Est-ce que vous voyez? C'est dommage que nous vivons encore pendant 25 ans, après 25 ans de la lutte pour la démocratie dans notre pays, nous sommes encore à ce stade. Je pense que nous devons tous ensemble, sans exception. De la réflexion d'aller vers des pistes de solutions. Alors, ouais, comment en sortir? C'est ça. On peut s'organiser pour trouver des solutions. Pas 2, pas 3, pas 4 personnes, pas 5 personnes. Je pense aussi que nous pouvons, d'un jour à l'autre, aller vers une 5e République, qui est très importante d'ailleurs,
pour Il y a cette idée revoir... dans l'opinion, hein, aller vers de nouvelles constituantes et Oui, revoir. oui. Je pense que c'est cela d'ailleurs qui doit résoudre mettre à plat tout c'est ce qui a ça été qui doit construit résoudre le jusqu'à problème. présent. Ouais. Mettre à plat tout ce qui a été construit jusqu'à présent. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisque d'autres constitutions de 1992, aujourd'hui, n'est plus valable. Et tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, je peux nous dire que c'est sans constitution. On décide, on fait. Maintenant, on est grand maintenant, hein, 25 ans d'âge, ou bien, après 50 ans d'indépendance, je pense qu'il est temps, hein, que le Togolais dise que nous devons laisser tout ce qui est vieux là et reconstruire du nouveau. Et revoir vraiment la nouvelle constitution. Hein? Mais avant d'écrire cette nouvelle constitution, il faut que tout le monde soit intéressé à la chose. Que ce soit les cultivateurs, les tout pêcheurs. Tout cela a été débattu lors de l'atelier de l'Ashcron, mais ouais. C'est l'éternel problème, c'est la mise en œuvre justement de toutes ces résolutions. Voilà là où je voulais en venir aussi pour nous dire que organiser l'Ashcron, ce n'est pas seulement d'organiser l'Ashcron, c'est la résolution, c'est d'aller vers la solution. Qu'est-ce que ça nous apporte? Quand est-ce qu'on va l'appliquer? L'application de la résolution de l'Ashcron, quand est-ce que ça va venir? 10 ans, l'APG caduque et moisi à jeter. Maintenant, est-ce qu'on va encore attendre 10 ans avec Ashcron aussi? CVJR à jeter. Nous parlons de la réconciliation. Comment est-ce qu'on peut réconcilier un pays quand les gens sont fins, quand certains sont là-haut et oppriment ceux qui sont en bas? Comment est-ce qu'on peut faire cette réconciliation? Donc, on met de l'argent dans beaucoup de choses qui ne nous servent à rien et qui ne serviront à rien. Si ça aurait servi, ça aurait depuis servi et nous serons déjà en avance sur d'autres pays. Mais malheureusement que ce n'est pas ça. On serait déjà en avance sur certains pays de la sous-région avec tout ce que nous avons écrit. Certains pays n'ont pas écrit tout ça, mais ils sont en train d'aller, ils marchent. Et ça va. Pourquoi pas nous? Qu'est-ce que nous on a fait? Qu'est-ce que le Togo a fait? Qu'est-ce que le Togolais a fait? C'est dommage que nous sommes toujours à ce stade-là. Et moi, je vais nous dire quelque chose. Permettez-moi de le dire, nous sommes méchants. Nous sommes méchants envers cette nation. Nous sommes méchants envers cette nation. Je ne veux pas dire si c'est la nature du Togolais ou pas, mais ce que je sais, c'est que nous sommes tous méchants envers notre nation. Il faut qu'on donne l'amour à ce pays. Et quand nous allons donner l'amour, vrai amour à notre pays, quand nous allons vraiment chercher le bien-être de ce pays, vous allez voir que ça va marcher. C'est la méchanceté qui fait que ça ne marche pas, honnêtement parlant. Il ne faut pas que... C'est ça l'image je ne veux pas du tout, je ne veux pas du tout. Oui. Vous dites? C'est ça l'image du pays à l'étranger, dans la diaspora? Vous savez, la diaspora, quand je parle de la diaspora, je ne veux pas parler de la diaspora en Europe ou bien dans l'Asie ou dans la... Je veux parler de la diaspora en tant que diaspora. Au Bénin, nous avons de la diaspora. Au Ghana, il y a la diaspora et autres là. Maintenant, quand nous allons vers notre diaspora à nous, c'est que nous avons 3 genres de diaspora. Nous avons la diaspora, ces hommes et ces femmes qui sont pour le pouvoir. Hein, ça, c'est normal. Hein, qui sont comme au pays d'ailleurs. Voilà, partout dans le monde. De même, nous avons la diaspora de l'opposition, qui sont pour l'opposition, comme d'ailleurs. Nous avons aussi la diaspora, et moi, je suis venu chercher du bien. Tout ce que vous faites là ne m'intéresse pas, je suis apolitique. Dommage que personne n'est apolitique, parce qu'après tout, on discute. Hein, on s'assoit, on dit, mais ça ne va pas, ça ne va pas. Quand tu peux dire que dans ton pays, ça ne va pas, autour de toi, quelque chose ne va pas, là, tu es politique, quelle qu'en soit l'idée. Alors, maintenant, dans la diaspora, nous discutons beaucoup. Nous cherchons aussi comment faire pour aider notre pays pour que cela puisse aller de l'avant. C'est vrai, souvent on dit que la diaspora investit beaucoup au Togo. Est-ce que c'est ça? Non. Pour moi, la diaspora investie au Togo ne sert absolument à rien. Puisque quand le pays ne marche pas et nous investissons aussi dedans, c'est comme si on ne fait rien. Ça fait rien. Et quand nous parlons de la diaspora, je me dis quelque part, est-ce que ceux qui sont au Togo ne sont pas des hommes et des femmes qui contribuent à la bonne marche de ce pays et toujours on crie diaspora, diaspora, diaspora? Non. Maintenant, en politique, comment est-ce que nous allons faire pour que la diaspora togolaise
puisse vraiment aussi intégrer la politique togolaise. Non, on nous barre la route. Ah, mais je tiens à vous nous le dire. On nous barre la route. D'abord, ceux qui sont de l'opposition vous barrent la route parce que vous venez greffer leur rang. Ceux qui sont au pouvoir cherchent aussi à vous barrer la route parce que vous arrivez pour peut-être les empêcher ou bien faire en sorte que leur politique ne marche pas. Alors, quand nous avons cette méchanceté en nous, et nous n'acceptons pas les autres de venir partager avec nous les idées, alors comment vous voulez que le pays marche? Pendant ce temps, quand nous voyons les Européens, l'Occident, leur diaspora à l'extérieur contribue, que ce soit politiquement et économiquement dans leur pays. Il ne faut pas qu'on nous parle que nous, on fait venir des millions, c'est pour cela que, bon, on est diaspora et puis, bon, on nous décerne des diplômes. Je regrette qu'on nous intègre à la politique togolaise. Moi, je ne dis pas moi, Laurent, ça, sincèrement, non. Mais qu'on intègre la diaspora togolaise à la politique togolaise de façon que cette diaspora contribue efficacement au jeu politique. Il y a une cellule à la présidence qui s'en occupe. Il y a quoi? Une cellule à la présidence, justement, qui s'occupe de... S'occupe de quelle diaspora? Je nous dis la diaspora économique. Ça, c'est la troisième diaspora. La diaspora économique, pas la diaspora politique. Voilà. Depuis quand vous avez appris dans ce pays qu'on a organisé une réunion pour la diaspora politique, qu'on parle politique, diaspora et politique togolaise? Ah mais non. Mais non. Alors, moi, c'est pour cela que je dis que beaucoup manque. Beaucoup de choses manquent. Je ne sais pas comment l'Ashkroun a été organisé de toute façon. Son atelier, oui. Son atelier, c'est vrai, il y a beaucoup. J'ai appris qu'il y a des étrangers même qui sont venus ici pour nous donner des leçons. J'appelle ça leçons. Mais est-ce que les Togolais à l'extérieur n'ont pas d'idée pour venir donner des leçons? Est-ce qu'ils ne sont pas là? Il y en a plein. Non, je regrette encore une fois de le dire. C'est dommage que nous sommes dans cette politique togolaise qui nous retarde. Mais un jour, nous allons quitter. Mais la balle se trouve dans le cadre de la jeunesse. C'est à la jeunesse de voir ce qui se passe aujourd'hui, d'ouvrir les yeux grandiosement et de dire où est-ce que nous allons, où est-ce qu'on nous amène. Sinon, nous allons partir, ils vont encore vivre dans la même situation. Très rapidement, on va ouvrir cette parenthèse. Notre pays accueille dans 2-3 semaines ce sommet sur la sécurité maritime. Quel regard vous portez sur l'organisation de ce sommet et en quoi ça nous intéresse, nous, Togolais, d'organiser une telle rencontre internationale pour justement parler de cette sécurité maritime? La sécurité, vraiment, est une chose très, très, très importante. Je pense que sans sécurité, on ne peut vraiment pas vivre. Nous avons les pays développés qui, vraiment, ils ont mis des sécurités adéquates, mais pourtant, ils ont des problèmes d'insécurité. Ça, c'est clair. Alors, donc, nous aussi, nous avons besoin de la sécurité dans notre tout petit pays et dans notre sous-région et dans notre Afrique qui va se dégénérer vers le monde. Ça, c'est OK. Donc, je salue vraiment la tenue de cet événement. Quel qu'en soit ce que l'on va dire, c'est très important. L'organisation d'une telle rencontre est très importante pour nous. La sécurité aérienne est très importante. Maritime? Non. Nous avons la sécurité terrestre, très importante. La sécurité maritime, très importante. Aujourd'hui, nous sommes... la tenue de ce forum va vers la sécurité maritime. Quand nous voyons notre port aujourd'hui, je dis que c'est un port, un vrai port qui répond aujourd'hui au port, aux normes vraies. Alors, pour cause d'insécurité, on peut bombarder ce port. Et nous avons appris combien de milliards nous devons. N'est-ce pas? Alors donc, en ce temps, ça devient une perte. Il faut encore réinvestir pour le faire. Nous avons des navires qui sont sur notre côte, sur la mer. Mais il suffit de lancer 2 bombes, 2 grenades là-dedans. On détruit tout. C'est tout un problème. Quelqu'un qui fait une commande de cargaison d'armes qui passe sur notre côte, on jette une bombe dedans, là, ça s'éclate. Vous voyez ce que ça va faire, ce que ça va causer. Ou bien un tanker de
de pétrole, hein, un bateau qui transporte de pétrole. Vous voyez ce que ça peut causer sur notre côte. Et en plus, moi je dis souvent, un Togolais tué, je dis tué, parce que mourir et tuer, il y a une différence. Donc un Togolais tué, pour moi, c'est cher. Verser le sang d'un Togolais, c'est cher. Si nous savons que le Togolais est cher, organiser une conférence de ce genre, quel qu'en soit ce que ça va nous coûter, n'est pas cher pour moi. Car nous aurons appris que ça tourne autour de 5 milliards. 5 milliards ne peut pas nourrir tous les Togolais. Même si on distribue 5 milliards aux 7, c'est-à-dire 7 millions d'âmes que nous avons, je ne pense pas qu'on peut acheter 2 jours à manger. Ça ne va même pas suffire pour qu'on puisse acheter 2. Mais la sécurité, on peut tous bénéficier de la sécurité. C'est pour cela que moi je salue, ou bien le PSDT salue vraiment la venue ou bien la tenue de cette conférence. Alors, dernier sujet, avant de se séparer, on va faire un tour par le Gabon. On voit tout le schéma, tout ce qui se passe actuellement au Gabon. Et la semaine prochaine, la Cour constitutionnelle va se prononcer justement sur le recours introduit par l'opposition. Alors, que dire de ce scénario? D'abord, en relation, le Togo et le Gabon sont deux pays, disons, frères, depuis très longtemps. Donc, notre politique se ressemble. Et nous disons que ceux qui s'assemblent se ressemblent. Mais malheureusement qu'aujourd'hui, ou heureusement pour nous qu'aujourd'hui, nous sommes un peu avancés comparativement au Gabon aujourd'hui, ce qui se passe. On a déjà passé ces étapes-là. C'est fini avec nous. Si je comprends bien, je ne sais pas si on va revenir en arrière. Mais aujourd'hui, c'est le Gabon. Bon, je pense qu'on va les aider à trouver une solution. Et la question des élections sur le continent africain, ça pose toujours problème. Oui, ça pose toujours problème. C'est dommage. Je pense qu'on a eu plusieurs élections cette année 2016, mais toutes ces élections sont entachées d'irrégularités et de problèmes. D'irrégularités jusqu'au Bénin. Mais, problème, les Béninois savent comment résoudre leurs problèmes. Ils s'entendent pour résoudre le problème. Pour eux, ils ont leur manière. Peut-être on ira apprendre chez eux comment, quand le problème se pose, comment ils règlent leurs problèmes, les solutions qu'ils trouvent à leurs problèmes. Maintenant, au Gabon, vous savez, les choses nous rattrapent. Quand on crée là, le passé nous rattrape. Et Jean Piang, oui. ou Jean Ping, ou Piang chinois, il a été président de la commission de l'Union africaine. Et quand le problème était posé en Côte d'Ivoire, il était en ce temps-là au poste, il a refusé quand Gbagbo a demandé de recompter les voix en Côte d'Ivoire. C'est lui qui s'était opposé. Il a dit non en tant que décideur en ce temps-là. Aujourd'hui, cela le rattrape et c'est à lui maintenant de demander qu'on recompte les voix. Non, c'est dommage. Donc, on n'a qu'à apprendre aussi un peu de là, que quand les choses se passent, ou bien quand nous faisons des choses, il faut qu'on dise qu'on prévoit ce qui va se passer demain. Sur nous-mêmes, pour nous-mêmes, pour notre société, la société dans laquelle nous vivons. C'est pour cela que nous, opposition du Togo, quand nous faisons nos jeux, quand nous faisons nos petits jeux, qu'on se dit, nous serons au pouvoir demain, ces petits jeux mauvais risquent de nous rattraper. Donc c'est pour cela qu'il est important qu'on essaie de mûrir bien nos actes avant de les poser pour que quand nous serons en place demain, qu'on le veuille ou non, demain, un jour viendra, l'opposition sera aussi au pouvoir. Est-ce que vous voyez? Et quand l'opposition sera au pouvoir, il faut que l'opposition ne soit pas rattrapée de son passé. C'est cela. Alors, cette émission tire à sa fin. Que dire en fin d'émission? Votre dernier mot? Alors, quel regard, comment voyez-vous l'avenir de votre pays avec plus d'espoir? L'avenir du Togo,
pour l'instant, pas plus d'espoir. Je vois ça toujours sombre. C'est pas trop Mais, pessimiste. non, pas trop. Mais, je dis bien mais, si nous nous retrouvons, si nous regardons derrière, nous regardons le présent, bien, nous sommes capables de préparer un bon avenir pour notre pays et surtout pour la jeunesse togolaise. Je ne dis pas que le futur sera mauvais obligatoirement. Mais quand le présent est ainsi, qu'est-ce que le futur va devenir? C'est pour cela qu'il faut commencer déjà à changer le présent pour que le présent soit bon, pour que le futur soit meilleur. Je demande à la jeunesse togolaise d'ouvrir grandiosement les yeux, de voir la situation aujourd'hui au Togo, de voir ce qui se passe et de chercher eux-mêmes à se retrouver, à se ressourcer, à se chercher pour trouver des possibilités, des moyens pour leur développement. Mais ils ne peuvent pas le faire sans l'aide du pouvoir en place, sans l'aide du gouvernement. Parmi ces jeunes, nous avons les mêmes jeunes du pouvoir, les mêmes jeunes de l'opposition. Donc il faut que nos jeunes, nous aussi, on puisse se retrouver pour chercher l'avenir meilleur de notre pays. Bien, merci. Merci Laurent Lossandankou pour ce temps passé en studio. Merci à mes téléspectateurs, c'est à la fin de ce numéro de Rencontre et Échange. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres réflexions. Au revoir et à très vite.